Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Entre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques mais également sociales. Nous prenons ces questions majeures, nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Vous le savez, la situation socio-économique dans le pays est catastrophique. Le dollar s'est négocié à plus de 20 et sur le marché, les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur. Pourquoi sommes-nous à cette situation-là? Il y a une explication simpliste des gens qui sont au pouvoir. Ils nous disent c'est la question liée au Covid. Est-ce que la pandémie de Covid est la seule cause qui justifie qu'aujourd'hui nous ayons ces problèmes économiques? Quelles sont des solutions majeures qu'il faut apporter à ces problèmes qui rongent la vie sociale dans le pays? Nous ferons un focus sur cette question économique dans cette émission. On reviendra également sur la politique, la guerre, FCC, cash. Est-ce qu'il faut absolument garder ce mariage ou l'heure de la rupture a désormais sonné? Je suis heureux de recevoir quelqu'un pour la première fois dans cette émission. J'espère que ça ne sera pas la dernière. C'est Monsieur Noël Tiani Mwandervita. Monsieur Tiani, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à CPL Télévision. J'espère que c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. Bienvenue chez nous. Sentez-vous chez vous. Je suis très impressionné par ce studio, très beau studio. En tout cas, félicitations pour le travail accompli. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tiani. Vous êtes économiste, vous avez travaillé dans les organismes internationaux, vous avez été candidat président de la République en RDC. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui, Noël Tiani? Politiquement, vous êtes quoi? J'ai jamais été politique, en fait. J'ai jamais travaillé en politique et je ne me considère pas du tout politicien. Et d'ailleurs, je déteste les politiciens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont détruit notre pays. Moi, je suis technocrate. Quelqu'un qui a étudié, qui a terminé les études, qui a travaillé... Mais la politique est quand même entendue comme l'art de gérer la cité. Vous ne pouvez pas dire que... Bon, voilà. J'arrive. Donc, je suis quelqu'un qui a été banquier commercial, banquier d'investissement dans le Wall Street à New York et qui a passé une trentaine d'années en tant que banquier de développement à Washington, à la Banque mondiale. Je me considère juste un technocrate, mais révolté par la situation économique et sociale de mon pays. Et j'ai voulu chasser les politiciens du pouvoir, prendre le dessus, réorganiser le Congo au profit de tous. Malheureusement, les Congolais ne m'ont pas compris. Donc actuellement, je suis président d'une compagnie qu'on appelle la compagnie financière d'investissement et de crédit, une compagnie d'investissement dans des secteurs différents que je viens de créer afin de faire des investissements dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, mais également investir dans le secteur financier, dans les entreprises minières. Nous sommes au début, mais c'est une institution qui va beaucoup faire parler d'elle dans ce pays. Je vous ai posé cette question. Bon, malheureusement, vous dites que vous n'êtes pas trop dans la politique, parce que je voulais quand même savoir aujourd'hui, vous avez été candidat président de la République, candidat malheureux parce que les Congolais ne vous ont pas voté. Vous êtes de quoi aujourd'hui? Vous devez quand même avoir quelques sensations politiques. Est-ce que vous êtes proche d'Yves Félix? Est-ce que dans vos abords politiques, vous êtes plutôt de l'opposition? Vous êtes centriste? J'aimerais quand même avoir une idée. Au fait, avant de venir en politique, je suis venu armé d'une vision de développement que j'ai écrite de ma propre main. Cette vision de développement qui est connue comme étant le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC a certains objectifs. Vous parlez des 700 milliards de dollars américains. L'objectif est de sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent en 15 ans, créant au passage des emplois pour tout le peuple congolais, mais rétablissant la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, améliorant la gouvernance pour qu'on passe du système de mauvaise gouvernance à un système de bonne gouvernance, mettant en place les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, mettant de l'eau, de l'électricité dans toutes les maisons congolaises et au bout du compte, diversifiant l'économie dans le sens de transformer localement nos matières premières en produits finis à l'intérieur du Congo, développant le secteur d'autosuffisance alimentaire, en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc, si nous faisons ces choses-là, nous allons développer la RDC et créer... Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. J'arrive. Maintenant, parce que c'est une vision de développement, toute personne ou tout parti politique qui a des idées similaires aux nôtres, nous travaillons ensemble. Et il est possible même qu'on ait des partis politiques qui soient d'accord avec nous sur un certain nombre d'idées, mais qui ne soient pas d'accord totalement. Donc, nous sommes au centre du village et nous voulons attirer tout le monde vers les idées que nous défendons. Si M. Félix Antoine Tshisekedi a des idées qui concordent avec les miennes, nous allons dans la même direction. Mais également, si les autres partis d'opposition trouvent que nos idées donc, sont acceptables chez eux, nous allons travailler ensemble. Donc pour l'instant, je n'ai pas de parti pris. Je travaille avec tout le monde, avec les idées qui s'insèrent dans cette vision de développement
Ceux qui veulent qu'on puisse travailler ensemble, ils sont les bienvenus. Ni de l'opposition, ni de la majorité. Donc vous êtes ouverts. Nous sommes au centre du village. Nous sommes au centre du village. Pourquoi? Parce que vous allez trouver que de temps en temps, il y a des idées que défend le FCC Locash, donc le président Félix, et j'applaudis en disant bravo, c'est ça que nous avions dans l'esprit. Mais il y a aussi des moments où quand il lance des idées qui ne sont pas du tout bonnes dans le cadre de notre vision de développement, je dis allez, arrêtez s'il vous plaît. Ce n'est pas ça. Donc, je suis très critique, mais également, je suis sympathisant avec ce que fait le président de la République actuellement. Non, vous n'êtes pas tshisekidiste, comme on dit, un Kassaïen, tous les Kassaïens doivent soutenir leurs frères, rien à voir avec ça. Donc. Je répète, je suis au centre du village. Et vous allez trouver qu'il y a même des idées parfois que défendent les gens du FCC. Si nous sommes d'accord, nous allons pouvoir regarder dans la même direction. Donc, je ne suis pas fanatique de qui que ce soit. Je suis avec une vision de développement et je veux que tout le monde soutienne cette vision de développement. C'est le plan Marshall pour la reconstruction de la RDC. Non, on parlera de ce plan Marshall peut-être vers la fin de cette émission. Parlons de la question d'actualité de l'heure, la dégradation du tissu économique en RDC. Vous le savez, les dollars se négocient à plus de 20 aujourd'hui. Félix est arrivé au pouvoir il y a moins de 2 ans. Je me rappelle qu'il nous a trouvé avec 16 comme taux d'échange. Nous en sommes à plus de 20 aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi les dollars prend autant d'ampleur et que le tissu économique se retrouve là où il est aujourd'hui? Je voudrais déjà relativiser les choses. La dépréciation monétaire n'a pas commencé avec l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Ça a commencé depuis très longtemps. Et je vous rappelle que je suis l'un des pères concepteurs du franc congolais. En 1998, lorsque nous avons introduit le franc congolais, c'était exactement le 13 juin 1998. On l'a introduit au taux de $1 égale à 1,3 francs congolais. De ce moment-là, jusqu'au moment où Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la monnaie congolaise s'échangeait déjà au taux de $1 égale à 1600 francs congolais. C'est-à-dire que la monnaie s'était dépréciée de 150 000%. C'est-à-dire que la monnaie ne valait plus rien. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2019 et il a trouvé cette situation, une monnaie qui était devenue une monnaie de singe. Il est vrai que depuis qu'il est arrivé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, la monnaie est passée donc de 1600 à 2035 environ. Il y a eu une dépréciation de plus d'environ 30-35%. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette dépréciation monétaire? Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là, pourquoi? Parce que d'abord, vous savez, une monnaie n'aime pas les bruits de bottes. Quand vous êtes dans un pays où on parle toujours d'attaques de rebelles, d'invasion d'armées étrangères qui viennent sur le territoire congolais, ça crée l'insécurité au point où on ne peut pas investir dans ce pays-là pour produire, pour soutenir la monnaie. C'est le premier élément, l'insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire. Insécurité qui a commencé, cette armée étrangère se trouve chez nous. Insécurité qui a commencé avant l'arrivée de Félix et qui continue après l'arrivée de Félix. Deuxième élément important, c'est la gestion de ce que j'appelle la balance commerciale congolaise. En tant que pays, nous exportons vers l'extérieur des matières premières pour gagner des devises étrangères, pour renflouer les réserves d'échange. Mais nous importons aussi de l'extérieur des biens de consommation, mais également les biens d'équipement. Avec l'arrivée de la Covid-19, ce qui s'est fait, c'est que les exportations congolaises ont baissé de 40%. Mais les importations ont baissé aussi de 30%. Donc les exportations ont chuté beaucoup plus que les importations, entraînant un déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que nous devons payer à l'extérieur des devises étrangères au lieu d'encaisser des devises qui entrent dans notre pays. Le matelas des devises disponibles dans notre pays pour soutenir la monnaie nationale, le matelas est devenu plus réduit à cause donc de cette baisse des exportations. Maintenant, ça c'est au niveau de la balance commerciale. Il faut trouver des devises pour arriver à soutenir, à combler ce déficit. Il faut trouver les moyens de financement. Je viendrai sur comment il faut financer ça. On est d'abord sur le plan des causes. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ce sont des causes que je suis en train d'énumérer. Maintenant, sur le plan des opérations courantes de l'État congolais. L'État congolais a des dépenses chaque mois qu'on appelle des dépenses publiques. Payer les salaires des fonctionnaires, payer les frais de fonctionnement des institutions et pour faire tourner donc le pays. Ces frais-là sont trop élevés. Ça totalise par mois 480 milliards de francs congolais par mois. Entre-temps, à peu près 200 millions de dollars. Voilà. Maintenant, pour arriver à financer cela, ces dépenses, il faut qu'on trouve de l'argent quelque part. Ça provient de ce qu'on appelle les recettes publiques. Ces recettes publiques proviennent de la douane, ça provient des dividendes sur les entreprises du portefeuille, ça provient donc des impôts, ainsi de suite. Quand on met tout ça ensemble, ça totalise
380 milliards de francs congolais par mois. Donc, nous avons des dépenses de 480 milliards par mois, mais les recettes qui peuvent financer ces dépenses, c'est 380. On a un déficit de 100 milliards de dollars par mois. Ce déficit 100 milliards de francs congolais. 100 milliards de francs congolais. Maintenant, ce déficit combiné avec celui que je vous ai dit tout à l'heure sur la balance commerciale et l'exportation, ça fait exploser le déficit global de l'État congolais. Ce déficit doit être financé. Maintenant, on le finance comment? On utilise un peu les réserves d'échange. C'est ainsi que les réserves d'échange du Congo, qui étaient de 1,2 milliard de francs, de dollars, 1,2 milliard de dollars, donc il n'y a pas longtemps, ont baissé et nous sommes maintenant au niveau de 850 millions de francs congolais. Donc, dollars. 850 millions de dollars. Ça veut dire qu'on est en train d'utiliser les réserves d'échange et ça diminue. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons le minimum vital qu'il faut. Pourquoi? Parce que si on descend en dessous de cela, on ne pourra même plus respecter les ratios internationaux. Aujourd'hui, les réserves que nous avons de 850 millions de dollars représentent 3 semaines d'importation. On ne peut plus descendre en dessous de ça. Il faut qu'on trouve un moyen pour arriver à juguler ça. Deuxième source de financement pour combler le déficit, on utilise ce qu'on appelle les aides budgétaires. Les aides budgétaires proviennent de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Vous avez entendu tout récemment que ces deux institutions, plus la Banque africaine de développement, ont approuvé des aides budgétaires en faveur de la RDC. Cet argent est utilisé pour combler une portion de déficit. Maintenant, il reste toujours un gros déficit. On le finance comment? En faisant pression sur la Banque centrale pour qu'elle allume sa machine-là qu'on appelle l'hôtel des monnaies pour fabriquer des francs congolais qui n'ont pas de contrepartie. On fait la planche à billets. Donc on fait tourner en fabriquant les francs congolais. En fabriquant des francs congolais. En fabriquant maintenant des francs congolais, on a produit plus d'argent des francs congolais qu'on a des devises étrangères dans le pays pour soutenir la valeur de ces francs congolais. D'où la dépréciation monétaire parce que les gens sont disposés maintenant à donner beaucoup de francs, même pour avoir un peu de devises qui existent dans le pays. Et ça désarticule un peu le cadre macroéconomique. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de monnaie, de devises étrangères dans notre pays. C'est ça le véritable problème. Maintenant, est-ce que la Banque centrale a droit à faire ça? Il est strictement interdit à la Banque centrale de procéder à la planche à billets. C'est ça la Constitution. On parlera de ça, M. Tiani. Vous peignez la situation, elle est tellement catastrophique. Là, nous sommes au niveau des causes. On sent qu'il y a une certaine responsabilité, notamment lorsque vous évoquez les fautes que les trains de vie des institutions est tellement élevé. Mais quelles sont les solutions pour que finalement, qu'on arrive à juguler? Que devons-nous faire? Les solutions se trouvent exactement dans ce que j'ai présenté actuellement comme étant les causes. Vous regardez la balance commerciale, il faut qu'on arrive à augmenter les exportations et à diminuer les importations. Comment est-ce qu'on augmente les exportations? Soit on multiplie l'exportation des matières premières en ajoutant d'autres matières premières qu'on n'a pas encore exploitées jusqu'à présent, ce qui prend beaucoup de temps. Non, mais là, il faut un investissement. Il faut un investissement pour aller les chercher. Est-ce que le pays est en mesure aujourd'hui de lancer l'exploration pour aller dans... On n'est pas encore là. Donc, ce sont des solutions à long terme. Deuxième élément, au niveau des exportations, on peut aussi diversifier ou bien ajouter de la valeur, prendre les matières premières que nous avons aujourd'hui, les transformer en produits finis, de façon à vendre plus à l'extérieur à meilleur prix et gagner plus d'argent pour ramener ici. Ça prend du temps et ça prend des investissements. Troisième élément important, c'est au niveau des importations. Nous devons être en mesure de réduire les importations que nous faisons, qui sont des importations de biens de consommation, mais également des biens d'équipement. Les biens d'équipement, nous n'avons pas la capacité de les produire immédiatement. Mais les biens de consommation, la nourriture, nous pouvons diminuer les importations considérablement. Il suffit d'investir ici au plateau des Batéké ou dans toutes les provinces. Dans 6 mois, nous avons la production agricole. Nous avons le maïs, le manioc, ça prend 3 mois pour pouvoir pousser. Donc, on peut réduire les importations et d'ailleurs prendre la production agricole qu'on peut générer à l'intérieur, même exporter vers d'autres pays africains pour gagner des devises. Ça, ce sont des choses, des mesures qui peuvent être faites dans le court et le moyen terme. Maintenant, au niveau du train de vie des institutions et des dépenses de l'État, on ne peut pas diminuer les salaires de tous les fonctionnaires. Cependant, nous avons vu sur les réseaux sociaux certains salaires qui sont publiés de certains hauts cadres de l'État à la présidence qui notamment, gagnent 35 000 dollars par mois. De cabinet, 35 000 dollars. On peut rabattre ces salaires-là pour les ramener dans les limites donc, du raisonnable. Mais je veux bien que les gens comprennent, je ne veux pas qu'on diminue les salaires du petit citoyen, du fonctionnaire qui gagne 100 dollars par mois ou même moins, qui sont insuffisants. Pour ces gens-là, je demanderais qu'on puisse chercher à augmenter un tout petit peu, en diminuer les salaires donc, de ceux qui gagnent plus. Mais là, on peut faire quelques épargnes. Il y a aussi un autre domaine.
les institutions, les frais de fonctionnement des institutions. Nous avons des institutions, certaines d'entre elles ne sont pas utiles. Par exemple, le Sénat. À quoi ça nous sert d'avoir une Assemblée nationale de 500 membres et ces 500 membres-là vont passer du temps à examiner un projet de loi. Une fois qu'on a adopté, on va demander à une autre personne de faire la relecture au niveau donc du Sénat. Je pense que c'est une perte de temps, une perte d'argent. On peut supprimer le Sénat, prendre cet argent, épargner ça, affecter à autre chose. On peut regarder aussi au niveau du fonctionnement des institutions provinciales. Les assemblées provinciales, franchement, ça nous sert à quoi aujourd'hui? Les assemblées provinciales, je semble penser qu'elles servent aujourd'hui à pouvoir démettre les gouverneurs des provinces, déstabiliser même le fonctionnement des provinces. On peut supprimer les assemblées provinciales. Donc, on peut faire ce diagnostic-là, institution par institution publique, pour déterminer lesquelles on doit garder et lesquelles on doit fermer. Donc, si on est sérieux, en faisant ces choses-là, si on est sérieux, c'est possible de trouver de moyens et de juguler la situation. C'est une question de volonté et de sérieux. Je vous dis que c'est possible de le faire et nous pouvons le faire rapidement. Mais pour le faire, nous avons besoin aussi le gouvernement lui-même. 67 ministres, s'il vous plaît. À quoi ça nous sert d'avoir 67 ministres? Vous savez, les États-Unis d'Amérique, qui sont 3 fois plus grands que la RDC, fonctionnent avec moins de 20 ministres. L'Allemagne avec moins de 20 ministres. La France aussi. Nous avons innové en multipliant le nombre de ministères et je ne sais même pas, certains de ces ministres-là, qu'est-ce qu'ils font tous les jours. On peut réduire le nombre de la taille du gouvernement et ça nous permettra aussi de réaliser certaines épargnes. Donc, en faisant tout ça, moi je pense que c'est possible de réduire les dépenses et de maintenir le niveau donc de recettes à un niveau acceptable pour éviter qu'on ait donc des déficits budgétaires exorbitants qui forcent la Banque centrale à procéder à la planche à billets et à diminuer la valeur de la monnaie. Noël Sani, ça on a l'impression d'être sur un banc d'école à l'université en train de prendre la question de la régulation du cadrage macroéconomique, ce qui est une bonne chose. L'émission doit aussi être pédagogique. Ramenons ça sur les acteurs et sur notre vie. On dit que ça fait 2 ans qu'il est là. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas pris des mesures qu'il faille pour arranger la situation. On dit que ça fait presque 2 ans qu'il est là. Il n'a aucune vision économique, avec une ministre de l'économie qui ne propose absolument rien. Est-ce que lorsque vous regardez la situation, avec toutes les connaissances, les principes scientifiques que vous venez d'évoquer, vous pensez qu'on est dans le bon avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Je dirais qu'on n'est pas dans le bon. Et je pense même que nous sommes en train de nous tirer dans la patte. Et je dirais pourquoi. Le pays est géré par une coalition qu'on appelle la coalition au pouvoir FCC-Cash. J'ai l'impression que, et chaque fois que vous essayez de voir pourquoi certaines décisions ne sont pas prises, pourquoi ça prend trop longtemps, on vous dit toujours que c'est géré par un accord. L'accord là, nous, on ne connaît pas. Donc, ce que nous connaissons, c'est la Constitution. Moi, je sais que le président de la République a besoin de ce que j'appelle donc la marge de manœuvre et la liberté d'action. C'est-à-dire, quand on voit une situation qui ne marche pas, moi, si j'étais président de la République, je peux amorcer le processus pour dissoudre donc le Sénat, pour supprimer le Sénat, parce que c'est ça qu'il faut faire dans l'intérêt du pays. Mais là, il a les mains liées, il ne peut pas le faire. J'ai l'impression que le président a des mains tellement liées qu'il n'arrive pas à bouger. Et regardez, même aujourd'hui, il vient de faire ce que moi je considère une action salutaire, en nommant des gens dans la magistrature partout et dans l'armée partout. Je m'attendais à ce que tout le monde applaudisse en disant enfin on a commencé donc à travailler. Mais je vois aujourd'hui que les gens du FCC sont furieux. Pourquoi? Parce que comment est-ce que le président de la République a pris ces décisions-là sans consulter son copain de Kingakati? Et moi, je pense qu'un pays ne doit pas fonctionner comme ça. Donc, le président de la République, il a de la volonté. Le président de la République, si on lui laisse donc la marge de manœuvre et la liberté d'action, il peut prendre des actions appropriées. Mais pour l'instant, j'ai peur que cette coalition FCC-Cash lie tellement ses mains qu'il n'est pas dans la possibilité de prendre les actions nécessaires pour faire avancer. On ne va pas faire un débat sur les hommes, on va revenir sur la Banque centrale. Mais on a l'impression qu'en 2 ans qu'il est là, la situation s'est beaucoup plus dégradée que Kabila l'a laissé. C'est ça le problème. Je vous ai suivi une fois dire Kabila n'a pas étudié, il n'a pas votre niveau, il n'est pas instruit, il n'est pas ceci. Mais on a l'impression que cet homme qui n'était pas instruit contrôlait beaucoup mieux le pays que ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui. Non, il ne faut pas exagérer. Moi, je voudrais qu'on puisse relativiser les choses. Je voudrais vous dire ceci. Kabila n'a rien de comparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler certains faits. Vous savez qu'on a connu dans l'espace kassaïen ce qu'on appelle les fosses communes. Vous savez ce que c'est une fosse commune? Ça veut dire un endroit qu'on a creusé dans le sol et on y a enfoncé des gens
qu'on a tuées la nuit, sans à l'insu de qui que ce soit. Et 90 fosses communes, ça veut dire que dans chaque fosse commune, si on y a mis 100 personnes, nous avons 9000 personnes qui ont été tuées. Comment est-ce que vous pouvez comparer quelqu'un qui a géré le pays pendant cette période-là avec ce qui se passe aujourd'hui? À ma connaissance, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas créé des fosses communes, nous n'avons pas ça. Kabila, pendant qu'il était au pouvoir, nous avons connu nos compatriotes, les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Mamadou Ndala. On a tiré sur eux, on les a tués. On n'a pas respecté donc les droits humains. Il n'y a aucune comparaison avec tout ça aujourd'hui. Sur le plan maintenant de la gestion du pays, Kabila a eu 18 ans, Félix n'a eu que 1 an et demi. Mais dans les 18 ans que Kabila a été à la tête du pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ce pays-là en dernier pays en utilisant l'échelle de développement humain. Parce que nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde avec le PIB par habitant le plus bas possible. Donc, il n'y a aucune comparaison avec ce que Kabila a fait et ce que Félix est en train de faire. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est noir, vous entendons parler. Apparemment, lorsque vous évoquez Kabila, on dit quand même qu'il nous a trouvé, il nous a laissé avec un taux de croissance à presque 2 chiffres lorsque Matata était en train de partir. Kabila nous a quand même laissé avec un matelas des devises d'échange de 1,2 milliard de dollars américains, qui n'est pas le cas. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001, il trouve qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait rien. Kabila nous a amené à l'alternance. Il a quand même mis en place des institutions. Mais vous, lorsque vous l'évoquez, on sent que c'est un homme qu'il faut balayer, il faut l'oublier. Moi, je voudrais dire ceci. Il a laissé 1 milliard de matelas de devises. 1 milliard, nous sommes 100 millions de Congolais. Diviser 1 milliard par 100 millions de Congolais, il nous a laissé $12 à chacun. $12 à chacun, qu'est-ce que ça représente? On ne peut même pas acheter du thé le matin et acheter le repas à midi. Donc, c'est rien ce qu'il a laissé. Mais je voudrais aussi qu'on puisse comparer donc ces réserves d'échange-là avec la capacité de notre pays à dégager des revenus, des réserves. Le Nigeria a des réserves d'échange de 55 milliards de dollars. Et nous, grand RDC, 2 fois plus grand que le Nigeria, nous avons 1 milliard et nous sommes en train de nous taper sur l'épaule avec ça. Kabila ne nous a rien laissé. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on puisse comparer ces réserves de 1,2 milliard de dollars qu'il a laissées pour nous avec la richesse que lui-même Kabila a accumulée en tant que personne. J'ai vu des enquêtes menées par Bloomberg, par Reuters, par le journal Le Monde, qui indiquent qu'il a 70 entreprises à travers le monde, évaluées dans des milliards de dollars. C'est ça donc la gestion du pays que vous allez nous présenter, un type que vous allez nous présenter comme étant un exemple à suivre. Moi, je pense que Félix n'est pas parfait, mais Kabila n'est pas le modèle qu'il faudrait nous mettre sur la table. Revenons sur ce que vous disiez. Vous disiez que vous tenez responsable de la désarticulation de l'économie, notamment du franc congolais, la Banque centrale. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut absolument réformer la Banque centrale et que là, la banque ne respecte pas la loi, ne fait pas son travail? Oui, je pense que la banque actuellement ne fait pas son travail, mais je ne pense pas que la banque soit la seule institution responsable de la dépréciation monétaire. Je blâme et le gouvernement et la Banque centrale, et je vais m'expliquer. Le gouvernement est responsable de ce qu'on appelle la politique économique. Créer un bon cadre pour attirer des investissements, relancer la production, produire davantage. Ils ne le font pas. Et d'ailleurs, les actions que le gouvernement prend semblent être dissuader les investisseurs, semblent pouvoir faire fuir des investisseurs. Donc les politiques économiques ne sont pas très très bonnes, ne sont pas encourageantes. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la politique budgétaire. C'est-à-dire que quand vous avez adopté un budget, vous avez dit qu'on aura autant de recettes fiscales, autant de dépenses de l'État. Il faut vivre dans les limites de cela. Le gouvernement a tout le temps des déficits budgétaires qui forcent la Banque centrale à tourner la planche à billets. Donc, je blâme d'abord le gouvernement. Maintenant, je regarde la Banque centrale. La politique monétaire et d'échange que la Banque centrale est supposée conduire, elle est supposée être autonome, indépendante. C'est-à-dire que si on demande à la Banque centrale d'imprimer les billets qui n'ont pas de contrepartie, si on lui demande de la part du gouvernement, il faut que la banque soit à mesure d'exercer son indépendance en disant « Monsieur le directeur de cabinet Vital Kamerhe, vous voulez que je paye 57 millions de dollars sans contrepartie, il n'y a pas d'argent dans le compte ?» Je vous dis non, je ne peux pas le payer, vous allez attendre lorsqu'on aura d'argent dans le compte du Trésor. Ça, c'est des rêveries, vous savez que ça ne sera pas possible. Le poids de la politique est tellement important qu'il n'y aura aucun gouverneur de la Banque centrale, même vous, Noël Tiani, à cet endroit-là, qui serait capable de répondre comme ça. Je vais vous dire, j'ai eu l'avantage pendant que j'étais étudiant à New York d'assister à des séminaires qui étaient donnés par celui que je considère comme étant mon mentor dans le domaine des banques centrales, Paul Volcker, qui était le gouverneur de la Banque centrale américaine, paix à son âme parce qu'il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Paul Volcker nous avait appris une chose. Il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui soit bonne si elle n'est pas à mesure de dire non aux politiciens. Il faut réclamer et exercer cette indépendance-là. Je sais que ce n'est pas parfait,
Mais il faut être à mesure de dire, par exemple dans ce cas ici, pour acheter des maisons préfabriquées. Je crois que la Banque centrale avait la possibilité d'expliquer au directeur de cabinet que ce n'est pas faisable parce qu'on n'avait pas d'argent dans le compte du trésor. La maison n'allait pas brûler à cause de ça. Donc il faut savoir expliquer et si c'est nécessaire, prendre le téléphone, expliquer à la personne au plus haut sommet de l'État que si on le fait, voici les conséquences parce que la monnaie va perdre de la valeur. Et quand la monnaie perd de la valeur et que le coût... et que le pouvoir d'achat de la population donc diminue. Qui perd dans tout ça, c'est le président de la République parce que sa popularité va baisser. Si vous expliquez cela à ces hommes politiques, ils sont très consciencieux de l'importance de garder de préserver le pouvoir d'achat de la population et de préserver aussi leur popularité. Donc, si la Banque centrale n'est là simplement que exécuter tout ce qu'on lui demande de faire, il inclut des choses qui ne sont pas autorisées par la loi et qui lui permettent de violer et la réglementation d'échange et l'indépendance de la banque, les statuts de la Banque centrale, je pense qu'on se tire dans la patte. Rêvons, Noël Tchani. Comment vous voyez la situation économique dans les 6 mois? J'ai suivi des économistes comme Matata Ponyo par exemple. Lui, il peint un bilan catastrophique. Il dit qu'il y a apparemment, l'horizon n'est pas bon. Il a même préconisé que d'ici décembre, nous serons à 2600 $, des taux d'échange. Aujourd'hui, il revient même, il dit qu'il commence à avoir l'impression qu'on ira jusqu'à 3000. Comment vous voyez les choses dans les 6 mois qui arrivent? Est-ce que vous pensez qu'avec les autorités que nous avons, telles que vous regardez, avec votre regard doigté de quelqu'un qui connaît la situation, ça va s'améliorer ou la situation va empirer? Ça dépend des actions que le numéro 1 du pays va prendre. Le numéro 1 du pays doit prendre, qui est le président de la République, il doit prendre conscience que on ne peut pas garder le statu quo et espérer réaliser, faire les mêmes choses tous les jours, espérer réaliser des résultats miraculeux. On doit se faire violence. Et pour se faire violence, la première des choses, c'est de pouvoir commencer à changer les hommes. Il y a des hommes qui ont perdu crédibilité, qui ne peuvent plus convaincre qui que ce soit qu'on peut stabiliser la monnaie. La première des personnes qu'il faut chasser, qu'il faut changer, le Premier ministre. Il faut changer de Premier ministre. Ilunkamba, il ne fait rien. Je ne sens pas le dynamisme d'un Premier ministre, donc dans une situation de crise telle que celle que nous avons. Il faut refaire le gouvernement. Il faut sortir de ces histoires de FCC cash. Il faut que le président Félix Antoine Tshisekedi arrive à amener son copain de Kingakachi autour de la table et qu'ils s'entendent. Il doit bénéficier donc de la liberté d'action, refaire le gouvernement dans le cadre de leur coalition s'ils veulent, mais amener l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est le point de départ. Lorsque une équipe économique a perdu de crédibilité, il n'y a rien à faire pour pouvoir la sauver. Maintenant, il faut regarder la Banque centrale. Je viens de voir tout à l'heure sur les réseaux sociaux qu'il y a même des groupes qui vont organiser des marches pour réclamer la démission du gouverneur de la Banque centrale. Moi, j'ai étudié les banques centrales et j'ai fait une thèse de doctorat sur la Banque centrale. C'est la première fois que j'entends que le public va manifester contre un gouverneur de Banque centrale. Ça veut dire qu'il a perdu crédibilité. Il ne peut plus rien faire. Donc, il faut que le président prenne l'initiative de pouvoir le changer, non seulement le changer lui, avec le vice-gouverneur, à mettre le deuxième vice-gouverneur, nommer tous les membres du conseil d'administration, 8 membres du conseil d'administration, renouvelés à 0. Je voudrais vous informer, par exemple, que nous avons un conseil d'administration de la Banque centrale composé de gouverneurs, vice-gouverneurs et 8 administrateurs. Leurs mandats ont expiré depuis 2003. Ça n'a pas été renouvelé. Mais on gère la Banque centrale comment? Je vous informe aujourd'hui là que le conseil d'administration de la Banque centrale ne s'est pas réuni depuis décembre 2019. Et on supervise les actions du gouverneur de la Banque centrale comment? Donc, c'est une boîte aujourd'hui qui est abandonnée. Et tant qu'on n'a pas pris possession de la boîte pour la restructurer, pour qu'elle commence à faire ce qui doit être bien conforme à la Constitution, nous devons nous attendre à une détérioration de la situation en ce qui concerne donc les taux d'échange. Moi, je prédis que d'ici le mois de décembre 2020, la République démocratique du Congo, dans les conditions actuelles, aura un taux d'échange au-delà de 3000 francs congolais pour $1 et tout le monde sera mort. Donc il faut arriver à régler ce problème le plus rapidement possible, immédiatement. Il ne faut pas attendre. Le mal profond, il faut y aller. Donc on enlève Ilunkamba, on enlève Deogracias Mutombo. On refait le gouvernement, un gouvernement de mission, un gouvernement réduit, on réduit les dépenses et on regarde maintenant les autres réformes structurelles qu'il faut amorcer. Les histoires comme le Sénat, il faut commencer à les balancer. Donc on doit doter le Congo d'une véritable vision de développement. Et moi je vous ai proposé le plan Marshall. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement qui a prédit ces choses-là. Et si nous mettons en œuvre ce plan-là, nous allons sortir de cette pandémie de Covid-19, non seulement en tant que pays gagnant,
mais nous aurons mis le Congo sur la voie du développement économique et social soutenu pour l'avenir. Il faut qu'on se fasse violence, qu'on prenne ces mesures qui sont difficiles, qui sont impopulaires, mais il faut le faire. J'ai envie d'éplurer à vous entendre parler, parce que là, la situation elle est tellement catastrophique. Vous-même, vous reconnaissez que Félix a quelque peu les mains liées, et que bon, je ne vois pas le président de la République faire, même s'il a la volonté, tout ce que vous lui demandez de faire là en 6 mois. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est vers un cimetière, qu'on fonce tout droit là vers un cimetière, M. Tiani. Hein? Je connais le président et je pense qu'il a la bonne volonté, il veut faire du bien. Ça ne suffit pas, malheureusement, la bonne volonté. La volonté ne suffit pas, il faut agir. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est, Monsieur le Président de la République, prenez le taureau par les cornes. Et nous sommes dans une situation catastrophique. Si on ne peut pas le faire aujourd'hui, personne ne viendra le faire pour nous. On risque d'aboutir à une situation sociale explosive, au point où même votre place en tant que président de la République va être compromise. Donc, s'il vous plaît, prenez le taureau par le corne et le plus rapidement possible. Madame, messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous soit dit et que ce soir, notre invité, c'est monsieur Noël Tiani, qui est donc chercheur, qui a été candidat président de la République ici et qui est derrière un mouvement pour le développement du Congo avec, en toile de fond, un plan Marshall pour tenter d'aider ce pays à redécoller. Monsieur Tiani, je voulais quand même qu'on aborde maintenant la politique parce que là, on a parlé de l'économie. La politique reste dominée par ces jeux de ping-pong entre le FCC et le CACH. Félix a dit, Kabila a dit, vous avez nommé les militaires, moi je n'ai pas été consulté, vous avez signé ordonnance, je n'ai pas été consulté, on bloque l'affaire par le ministre des Portefeuilles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Félix a encore des bonnes raisons de garder Kabila comme allié et de continuer dans ce mariage-là? Vous savez, quand vous êtes président de la République, vous cherchez à mettre en place un environnement de paix et de sécurité, de paix sociale qui vous permet de vous concentrer sur les questions essentielles du développement. Donc, maintenir des relations avec Joseph Kabila et avec le FCC, c'est une bonne chose. On ne doit pas engager des batailles dans la rue pour arriver à détruire le peu que nous avons. Mais en le faisant, vous devez savoir que vous êtes avant tout le numéro 1, le responsable numéro 1. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas qu'on aille blâmer celui qui est à Kingakati parce qu'on ne le voit pas. C'est vous qui avez le pouvoir d'ordonnance. Moi, si je suis président de la République, je ferai en sorte d'expliquer à mon collègue là de Kingakati que le temps est arrivé pour me laisser tranquille. Quand il y a des nominations à faire, je les fais et je les fais rapidement. Et d'ailleurs, je conseillerais au président Félix, préparez toute la liste, par exemple, des nominations de la police, dans les entreprises publiques qui restent, dans tous les échelons, et amenez ces papiers-là le matin et vous enfermez avec Kabila dans la chambre si vous devez vous concerter. Mais dans 2 heures, vous sortez de là et vous annoncez donc les nominations. Vous devez le faire rapidement. Si vous ne le faites pas, voici la conséquence. La grogne sociale va augmenter. La population va vous blâmer, vous, mais la population sait que vos mains sont liées par vos accords avec Joseph Kabila. Les prochaines protestations populaires, manifestations dans la rue, on ne va plus aller sur le boulevard Triomphal. On va marcher du boulevard Triomphal en 2 directions. Une direction vers le Palais de la Nation, une direction vers Kingakati, et je pense que ce ne sera pas bien ni pour vous, ni pour le président Kabila. Donc, faites vos violences, arrangez vos affaires dans le cadre de votre coalition le plus rapidement possible. Mais nous, le peuple congolais, on n'est pas concernés par ça. Nous sommes concernés par le respect de la Constitution. Et la Constitution reconnaît le président de la République comme étant le responsable numéro 1 du bon fonctionnement des institutions. Quand ça ne marche pas, c'est vous, le président de la République, qui devez prendre donc de blême pour ça. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? C'est-à-dire que vous prêchez pour le maintien de la coalition, mais vous demandez au président de s'émanciper un peu de l'hégémonie des Kabila? Non, je ne prêche pas pour le maintien de la coalition. Et d'ailleurs, je suis le premier à dire, si la coalition ne marche pas, il faut la casser. Mais il faut la casser de façon à ne pas créer donc des troubles sociaux qui pourraient perturber tout et créer d'ailleurs donc une situation d'insécurité qui pourrait prendre beaucoup de temps à remettre, à corriger pour que le pays donc puisse se remettre au travail. Donc, faisons avec ce que nous avons. Trouvez des arrangements avec votre partenaire. S'il faut sortir de la coalition, moi j'ai toujours recommandé qu'on dissolve l'Assemblée nationale, qu'on réorganise donc des élections et que vous ayez... Avec quel moyen vous-même vous plaignez ici? Parce que vous savez loi que dit que c'est dans les 90 jours qu'il faut organiser les élections. Il trouvera les moyens où? Parce si vous êtes les dernières élections nous ont coûté 400 millions de dollars américains. Si vous êtes président de la République et vous voulez réorganiser des élections et vous voulez avoir une majorité, vous prenez le téléphone, vous allez trouver des gens qui vont vous mettre 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars pour réorganiser ça. Des bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, moi je voudrais dire, ils ont mis en place tout récemment une agence de lutte contre la corruption. Si cette agence-là travaille correctement, on peut faire comme en Angola. Vous faites la liste des gens, vous les ciblez et vous savez que ces gens ont détourné des fonds et vous leur dites, vous contribuez dans ce fonds-là, un fonds national.
vous allez mobiliser de l'argent pour réorganiser. Une chasse à la sorcière, c'est ce que vous voulez dire. S'il faut le faire, il faut le faire. C'est ça l'état de droit. Si on ne peut pas fermer des yeux sur les gens qui ont détourné. Il a dit qu'il ne fouillera pas dans le passé, ça va nous créer des problèmes, tout ça. Je nous dis que si vous êtes gentil avec les détourneurs de fonds publics, ça ne va jamais changer. Il ne faut pas être gentil avec les détourneurs de fonds publics. Et je vois qu'ils sont en train de se regrouper entre eux. Il faut les poursuivre. Il faut les amener à comprendre que la loi est là pour tout le monde. Et il faut récupérer le peu que nous puissions récupérer pour utiliser cet argent-là pour financer le développement. Noël Seni, on tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Vous avez certainement suivi la situation dans l'Est de la République avec tous les bruits des bottes qu'il y a, armés, pas suffisamment équipés, pas suffisamment payés, tout ça. Vous avez été candidat président de la République. Quand vous regardez ça, vous vous dites quoi? Vous pleurez pour le Congo? Je pleure pour le Congo et j'ai dit que ce n'est pas acceptable. Si j'étais président de la République, j'avais un plan pour réformer l'armée, la police, les services de sécurité. Je me suis dit, il faut d'abord qu'on puisse faire l'inventaire de tous les éléments en uniforme. Qui est qui a suivi quelle formation militaire ou policière du service de renseignement, et il est venu d'où, il est congolais ou il n'est pas congolais. Une fois qu'on a fait l'inventaire et on a déterminé par exemple que nous avons 120 éléments dans l'armée qui sont bons, qui sont congolais, et on a besoin donc d'une armée de 250 000 personnes, on doit recruter donc la différence, recruter, les mettre dans des centres de formation, les entraîner, les larguer maintenant dans tous les coins de la République pour maintenir, protéger les frontières. Même chose pour la police, les services de renseignement. Mais maintenant, il faut équiper nos militaires correctement et nos policiers pour qu'ils soient à mesure de faire du travail. Je vous donne un exemple. Ça ne sert à rien de dire que nous avons des policiers de roulage sur la rue, mais ces officiers de roulage n'ont même pas de motos pour poursuivre donc les criminels. Donc il faut les équiper correctement, les former. Mais au-delà de ça, on doit regarder l'élément rémunération. Il faut rémunérer ces gens de façon telle qu'ils puissent se concentrer sur le travail qu'ils sont supposés faire. Si nous faisons cette combinaison de techniques, on aura une armée moderne, une police moderne, capable de défendre le territoire national et de maintenir la paix. Maintenant, s'il y a un pays étranger qui vient mettre ses pieds sur la République démocratique du Congo, sur le sol congolais, moi, en tant que président de la République, je vais ordonner à l'armée non seulement de pourchasser cette armée-là, mais quand ils vont sortir de notre territoire, ils vont apprendre une leçon, parce que nous n'allons pas nous arrêter aux frontières. Il faut les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement, dans leur pays. Et je mettrai tout ce qu'il faut en œuvre pour détruire la capacité militaire de ce pays voisin. Quand on va frapper un pays voisin sérieusement, je crois que tous les autres 8 pays ou les 9 pays qui restent, ils vont nous respecter. Un mot sur le plan Marshall, je voudrais quand même pas qu'on termine cette émission. Je vous ai suivi en parler, je suis quand même saisi par la somme faramineuse. Vous proposez combien? 800 milliards de dollars américains. Hein, j'ai une surprise pour vous. Ah. Avant Covid-19, j'avais un plan qui totalisait 800 milliards de francs de dollars américains sur 15 ans. Sur 15 ans. Sur 15 ans. Les gens me trouvaient fou quand j'ai parlé de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent comprendre. Je vais vous expliquer quelques éléments. Lorsque on dit aujourd'hui que les fonctionnaires de l'État, la misère, elle est totale. Elle est totale, pourquoi? Parce qu'ils sont mal payés. Nous avons environ 2 500 000 fonctionnaires de l'État. Mais prenez 2 500 000 fonctionnaires de l'État. Moi, j'ai proposé un salaire minimum de 1 000 $ par personne. Si on doit augmenter les salaires de ces gens en moyenne à 1 000 $ par personne par mois, multiplier, vous allez voir que pour faire fonctionner le pays normalement, motiver les fonctionnaires et les mettre en condition donc de bien vivre, on a besoin des milliards. 2 500 000 multipliés par 1000, vous voyez 25 milliards de dollars donc déjà pour ça. Maintenant, Covid-19 est venu nous démontrer que nous n'avons pas d'infrastructure donc hospitalière. Maintenant, prenez l'hôpital général de référence. Ça vaut quoi cet hôpital-là? Zéro. Nous ne devons pas réhabiliter l'hôpital général de référence ou tous les autres hôpitaux sur l'ensemble du territoire national. On doit détruire cet hôpital, reconstruire un nouvel hôpital moderne, au moins 250 lits dans chaque province, pour être à mesure d'avoir la capacité de traiter donc nos malades quand on a un cas comme celui-ci. Un hôpital de 250 lits, nous sommes 100 millions de Congolais. Si nous voulons donner à chaque 1 million de Congolais un hôpital, on a besoin de combien d'hôpitaux? On a besoin de 100 hôpitaux sur l'ensemble du territoire national. Et si on doit construire un hôpital entre 250 millions de dollars, 250 millions à 500 millions de dollars pour avoir des hôpitaux donc de qualité, imaginez donc ce que ça fait donc comme chiffre. Donc nous avons fait ce travail-là, non pas simplement dans le secteur donc médical, mais également dans le domaine
scolaires. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut respecter des mesures de distanciation sociale. Quelle est cette école en République démocratique du Congo qui respecterait ce ratio-là des mesures de distanciation sociale avec le nombre d'étudiants que nous avons? Donc, si nous voulons développer la RDC, non pas répéter les mêmes erreurs tous les jours, nous devons nous faire violence. Non, mais moi c'est la source de l'argent. Maintenant, la source de l'argent viendrait d'où? Je voudrais déjà vous dire que, en termes donc de budget, d'argent, notre pays a plus de ressources que beaucoup de pays africains. Le Nigeria a moins de ressources que la République démocratique du Congo, mais a un budget de 580 milliards de dollars. L'Angola a moins de ressources que nous. Ils ont du pétrole, nous avons aussi du pétrole. Sauf que nous laissons notre pétrole voler par les Angolais, par les Ougandais et consorts, et nous ne faisons pas ce qu'il faut pour récupérer cet argent-là. Et en plus de cela, nous avons combien de matières premières? 1100 minéraux métaux précieux différents. Mais ces matières premières partent où? Ce que nous devons faire, c'est mettre en place un bon environnement, des affaires pour attirer des investissements, mais mettre en place aussi une justice qui fonctionne de façon telle que tout celui qui met son doigt dans les caisses de l'État, il se retrouve à Makala. Et sans pitié, je suis désolé de voir les Congolais manifester dehors pour soutenir ce qu'on a mis en prison pour détournement donc des fonds publics. Les Congolais devaient applaudir et devaient même demander qu'il y ait plus de gens qu'on envoie là-bas. Donc, si nous faisons ces choses-là, nous allons mobiliser de l'argent. Je voudrais juste, à titre de ratio d'illustration, le président Tambombe qui a conduit une mission d'experts africains en RDC en 2013. À la fin de la mission, il a conclu que 85% de revenus des ressources naturelles ne vont pas dans les caisses de l'État. 85%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le budget de l'État que nous avons, et à l'époque on parle de 10 milliards donc de dollars, ce budget représente 15% de ce qui devait être. Faites les calculs inverses, vous allez trouver que ce Congo est capable de mobiliser un budget de 75 milliards de dollars par an. 75 milliards de dollars. 75 milliards de dollars par an, multiplié par 10, vous avez 750 milliards. Vous ajoutez les milliards donc à dégager sur 5 ans, vous avez plus de 800 milliards de dollars sur une période donc de 15 ans. Nous pouvons financer mon plan avec des ressources générées à l'intérieur, sans emprunter de l'argent à l'extérieur. Mais nous n'allons pas fermer la porte à ceux qui ont la bonne volonté. Donc, les 800 milliards viendraient en partie des ressources intérieures, mobilisées en combattant la corruption, la prédation des ressources et en mettant tous ceux qui sont des voleurs donc en prison. Mais le reste pourrait peut-être venir de investissements directs étrangers, 75 milliards de dollars par an. Si on pouvait claquer aussi, sur le doigt et que ça s'efface, M. Tiani. Ça peut se faire, vous savez quoi? J'ai vu des pays qui ont fait ça. Je vous invite à aller voir, par exemple, l'Indonésie. L'Indonésie a mis en prison tous ceux qui semblaient pouvoir toucher les ressources publiques. Les îles du Cap-Vert l'ont fait. J'ai vu au Cap-Vert, le gouvernement a perdu les élections à cause d'un individu qui était membre du gouvernement qui avait détourné combien? 5 000 dollars. Et on a fait le chèque de 5 000 dollars pendant des élections en disant voici les membres de ce gouvernement, ce qu'ils sont capables de faire. La population s'est révoltée contre ce gouvernement, on l'a mis à la porte. Je veux qu'on ait aussi le même niveau de patriotisme ici. Quand on accuse quelqu'un de détournement de fonds publics, il faut le punir. Si nous le faisons, nous allons mobiliser toutes les ressources, les mettre dans les caisses de l'État et les 800 milliards de dollars, ce serait une chose facile à faire. Noël Tiani, on me signale à l'oreille qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Les Congolais vous suivent. Ça sera quoi le mot de la fin? L'espoir, le désespoir? Qu'est-ce que vous allez dire à la maman maraîchère qui vous regarde en ce moment ici? Je vais dire à la maman maraîchère qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Mboka na biso République démocratique du Congo, eza mboka ya munene. Soki tobandi ko travailler correctement dans le sens de pouvoir mettre en place état de droit au Senga pour que l'état de droit fonctionne normalement et qu'on puisse promouvoir ce qui mérite d'être promu, mais punir ce qui mérite d'être puni. Vous allez voir que toko mobiliser les ressources nécessaires pour le développement Yambo Kanabiso. Donc, mettons-nous ensemble, regardons dans la même direction. Si les gens au pouvoir donc sont perdus, sachez qu'il y a une alternative. Ces alternatives-là, je souhaiterais que vous puissiez vous intéresser peut-être à une vision de développement comme celle que je propose, le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC, que je voudrais que ça devienne une Bible pour le développement de notre pays, que tout le monde puisse y adhérer. Et si vous voulez travailler avec nous, je voudrais que vous puissiez appeler ce numéro de téléphone 081 50 99 337 ou bien aussi 081 210
22 22. Vous appelez ce numéro-là, vous allez tomber sur l'un de mes collaborateurs. On va prendre donc vos coordonnées et nous allons travailler ensemble pour promouvoir ce plan Marshall, pour faire en sorte que ce Congo puisse développer au profit de tous. Mais entre-temps, je vous souhaite tous bonne santé. Ne pensez pas que la pandémie est terminée parce que nous sommes sortis de l'état d'urgence. La pandémie continue, elle est meurtrière. Continuez à vous protéger en portant des masques. Évitez donc des accolades. Évitez de pouvoir embrasser les autres, saluer les autres. Mais surtout, lavez-vous les mains régulièrement comme on le faisait pendant la période donc, du confinement. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup Noël Tiani Modianvita. Cette émission est complètement terminée. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Tiani. Merci beaucoup de m'avoir eu ici. Je vous souhaite bonne chance. CPL Télévision, waouh, ça fait bouger les lignes. Chaque fois que vous avez une émission, moi je regarde ça 2 fois, 3 fois et je voudrais inviter tout le monde à vous suivre aussi. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. L'invité de ce soir, c'était Monsieur Noël Tiani Modianvita. Avec lui, on était à la fois tantôt comme si on était dans un auditoire en train d'apprendre le cadrage macroéconomique et des questions économiques. C'est aussi ça l'objectif de CPL Télévision, amener aussi des débats, mais sur le plan pédagogique pour comprendre. On est revenu sur la politique, ça a donc été un vrai régal de l'avoir sur ces plateaux. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Ezekias Moulopo, Delpi Bouley, mais aussi Seonsumbu qui était là donc pour nous permettre de faire ce travail. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.